Voici l'abruti de service, ce petit méchant blondinet qui a été catapulté dans un jeu où chaque personnage surpuissant est une fille forte, genre rival Marvel avec cette bombe ninja. Mais alors que dans Marvel, si tu as des balls moites, tu peux gagner, ici, notre protagoniste n'a presque aucune chance. On pourrait dire que c'est terrible parce que mon pote est tourmenté par cette bonne, par cette princesse de glace, par cette nana qui se prend pour Kurito et qui, en théorie, est la vraie protagoniste. Mais quand je dis tourmenté, je parle du bon tourment et du meilleur. Ouais, mon pote. Tu vois, choisis ta pilule, loser qui veut être un héros, méchant blonchade qui se fait marcher dessus par maman, puis qui passe à autre chose. AYO, mieux vaut s'arrêter là avant que la vidéo ne soit supprimée. Maintenant, malheureusement pour mon pote, il peut voir que dans le futur, il sera enfermé dans un donjon et deviendra le taureau mécanique d'une des filles pour être vidé tous les jours. Je me sens tellement mal pour lui que je m'offrirais pour prendre sa place. Je suis un vrai héros. De plus, son père est parti à la guerre et a dit que quand il reviendrait dans un an, il valait mieux qu'il ait mis un bébé dans le ventre des bonnes parce qu'ils ont besoin de nouveaux héritiers. C'est ce que j'appelle gérer une famille comme une entreprise. Et avec tout ça, notre garçon qui est un peu faible comparé aux filles folles dans ce monde doit survivre à la furie de la vraie protagoniste qui est absurdement surpuissante. Peut-il y arriver? Peu importe parce qu'on est là pour voir des bombes fortes. Allons-y. Tout commence dans le château, la maison de la famille Campbell. Le personnage principal commence à se demander, « Attends une seconde, je ne suis pas mort dans un accident de voiture? Enfin, un accident de voiture. Ai-je voyagé dans le temps ou quelque chose comme ça? Cette décoration a l'air un peu européenne. Et ce visage dans le miroir, il me ressemble quand j'avais 17 ou 18 ans. Sauf que ça n'a aucun sens parce qu'il est beaucoup plus vieux maintenant. Il jette un autre coup d'œil, surprise, et, ouais, il était vraiment beau quand il était plus jeune avant de devenir un bordel de 100 le sou en surpoids. Juste au moment où il arrive à la conclusion qu'il vieillit, qu'il a ce genre de rêve où tu te réincarnes juste parce que ta vie est devenue misérable. Il prend un petit couteau et dit qu'il va devoir le confirmer, et le sang jaillit. Il dit que c'est juste une petite coupure, même si ça fait mal comme l'enfer, et il doit se lécher les doigts. En disant que ce putain de truc a l'air beaucoup trop réel. Puis soudain, les souvenirs affluent. Le gars en qui il s'est réincarné s'appelle Moon Campbell. Un pauvre type qui a perdu tous ses titres a fini par devenir un mendiant et a été abandonné par sa famille. Son père l'a même averti de ne plus jamais remettre les pieds sur leur terre, sinon il serait tué sans pitié. Apparemment, il a commis un crime terrible. Il met sa main sur son visage et dit, « Putain, je pensais que c'était juste une coïncidence, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, j'ai transmigré dans le corps de ce type handicapé mental, le méchant aux cheveux blonds qui n'était même pas une élite ou quoi que ce soit de ce genre. » Il avait l'habitude de lire cette histoire pendant longtemps. Elle s'appelait la protagoniste, la femme la plus forte de l'histoire. Et, ouais, vous savez déjà ce qui va arriver juste avec le titre. C'est une histoire cliché. La seule différence, c'est que le personnage principal est une femme. Elle a une famille qui l'abandonne, puis elle part dans le monde, développe ses compétences, tue des monstres et devient une héroïne. Au début du jeu, ce mec blond, Moon Campbell, est l'une des premières nuisances, envoyant un tas de gens pour essayer de la faire tomber. Mais elle finit par monter de niveau comme une folle. À la fin, son plan est ruiné, il est expulsé du manoir, exilé et devient un mendiant. 20 chapitres plus tard, personne ne se souvient même de son nom. La réincarnation, c'est génial, mais pas dans le corps d'un personnage qui n'est qu'un tremplin pour la croissance du protagoniste. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Il dit d'entrer, et la bonne entre dans la pièce, demandant ce qui s'est passé. Il dit que ce n'est rien de grave, et elle lui dit que les vêtements pour le banquet de demain ont déjà été livrés. Il lui dit de juste les laisser là. Mais à ce moment-là, elle remarque quelque chose d'étrange et demande s'il s'est blessé. Il dit que c'était juste un accident, rien d'inquiétant. Mais alors $10 si vous devinez ce qu'elle fait ensuite. Ouais. Elle s'agenouille et aide à nettoyer le sang. Elle est sérieusement une travailleuse motivée, mérite vraiment une augmentation, et elle lui demande même d'arrêter de se blesser comme ça. Le type rougit comme un fou, pensant qu'il va certainement se souvenir de ce moment. Puis elle tourne comme une toupie, donc elle s'en va et lui dit de prendre soin de lui. Dès qu'elle ferme la porte, il est assis là, rougissant comme un idiot, marmonnant que ce monde est parfait. Il se couvre le visage et s'agite de gauche à droite, totalement aux anges d'avoir une bonne admirable. Évidemment, c'est un otaku désespéré. Pendant ce temps, la bonne à l'extérieur de la pièce pense qu'il est bizarre qu'il ait dit merci. Bien sûr, il devait être un crétin total avant de se réincarner. Maintenant, notre gars se demande comment quelqu'un qui est né beau et dans une famille noble s'est retrouvé avec une bonne mignonne, mais a quand même pensé que c'était une bonne idée de provoquer la protagoniste. La principale raison pour laquelle il a été exilé est apparemment parce qu'il a essayé de droguer la troisième princesse ou quelque chose comme ça. Mais maintenant qu'il sait comment ce chemin se termine, il a juste besoin de l'éviter entièrement. Pour s'assurer qu'il garde cette vie confortable, la première chose qu'il doit faire est de faire attention à cette cérémonie où tout le chaos commence. Puis ça le fera.
La bonne avec les cuisses épaisses a déjà apporté la tenue pour le banquet et a mentionné que ça se passe demain. À ce moment-là, le gars se roule dans le lit, appelant le système, la déesse, grand-père, le moine, quiconque peut lui donner une astuce ou une sorte de power-up. Le problème, c'est que si le banquet est déjà demain, cela signifie qu'il a déjà fait beaucoup de choses terribles à la protagoniste. Il espère juste qu'elle n'ira pas trop loin, comme lui marcher sur le visage ou quelque chose comme ça. Mais si elle le fait, espérons qu'elle porte des collants noirs et qu'elle prenne son temps. Clairement, le gars a, enfin, des goûts raffinés. Mais maintenant, il a pris sa décision. Demain, dès qu'il la verra, il va courir droit vers elle, tomber à genoux 3 fois et la supplier de lui pardonner. Soudain, quelque chose le frappe à la tête, et il se tourne, criant pour savoir qui diable a fait ça. C'est alors qu'il voit un petit livre sur le lit. Il se demande immédiatement si l'astuce est arrivée. Il l'attrape et dit, enfin, Dieu ne l'a pas abandonné. Il n'était pas destiné à être un perdant pour toujours. Le moment était venu d'acquérir une connaissance infinie et de changer son destin de ses propres mains. Mais quand il ouvre le livre, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Il commence à se demander, est-ce que ce truc a besoin d'une sorte d'activation spéciale? Les histoires se déroulent généralement en Europe. C'est quoi le problème avec ça? Juste à ce moment-là, le livre attaque en faisant saigner sa tête, et une goutte de sang tombe sur la page. Une aura sombre se lève, et il commence à se demander ce qui se passe. Sa vision commence à se brouiller, et soudain, il se retrouve avec les mains et les pieds attachés. Son cou aussi. Il est tout amoché. Lentement, il ouvre les yeux et se demande où il est quand cette fille effrayante apparaît en disant qu'il a dormi pendant un bon moment. Il mentionne que son corps lui fait mal, mais elle dit juste que la douleur est inévitable quand on apprend une leçon. Il n'a aucune idée de sa tristesse. Elle ne voulait pas qu'il finisse comme ça, mais il a agi de manière cruelle et égoïste. Il devrait apporter de la douleur aux autres au lieu de montrer de la tolérance et de faire en sorte que tout le monde le déteste. C'était la seule façon pour qu'il appartienne uniquement à elle. Mais récemment, son cœur a commencé à changer, et ça n'allait pas marcher. Pourtant, peu importe le temps que ça prendrait, elle allait le purifier avec l'amour qu'elle avait, et ensuite ils seraient ensemble pour toujours. Puis, bam, un barrage de coups de couteau, et il se réveille dans sa chambre. Translate-bas texte. On dirait que le protagoniste pourrait bien l'aimer davantage en tant que méchant. Mais s'il s'engage dans cette voie, sa vie va devenir un véritable désastre. Et s'il ne le fait pas, c'est déjà un désastre. Alors, que devrait faire ce type? Il commence à se demander si c'était un rêve du passé ou peut-être un aperçu du futur. Après tout, cette vision a commencé quand son sang a touché le livre. Peut-être était-ce une sorte d'avertissement du futur déclenché par le mauvais choix. Quand il regarde à nouveau le livre, il est écrit « Ne modifiez pas le destin ». Il comprend tout de suite. S'il avait suivi tout ce plan de s'agenouiller 3 fois et de supplier pardon, cela aurait mené à ce résultat. Considérant comment il était ligoté et torturé dans cette vision, être soudainement expulsé de la famille et devenir un mendiant ne semble plus si terrible. Maintenant, il est remotivé. C'est un homme intelligent et moderne, et il peut utiliser tout ce qu'il sait pour changer non seulement son propre destin, mais aussi celui de tout le pays. En plus, être un aristocrate n'est même pas si génial. Ils sont tous coincés dans ce tout petit pays. Il va prendre le contrôle de son destin avec ses propres mains et arrêter de dépendre de tout ça. Cela dit, le voilà déjà assis en train de manger de la viande délicieuse, se disant à quel point la vie de privilège est incroyable, et que perdre tout ça serait vraiment nul. Celle qui est assise à côté de lui est Noise Campbell, sa mère, qui a honnêtement l'air d'avoir 18 ans, et Dan Woman, et elle lui dit qu'il a l'air vraiment heureux aujourd'hui. Son père, Lan, remarque qu'il est probablement juste excité par la cérémonie de demain, car ce sera probablement l'un des moments les plus importants de sa vie. Il suit le mouvement et dit « oui », essayant de ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps, sa mère dit qu'elle ne peut pas le laisser aller à ce banquet. Sinon, toutes les filles nobles vont lui tomber dessus. Lan répond que ce n'est même pas possible puisqu'il a la princesse Célia, et toute fille qui tente quelque chose ne manquera pas de la rendre jalouse. Sa mère, agissant de manière mignonne, dit qu'elle n'aime pas cette fille Célia. Elle n'était pas mignonne du tout et ne méritait pas son fils. Maintenant, notre garçon est juste assis là, confus, se demandant pourquoi ses parents ont tellement confiance en lui alors qu'il était un vrai crétin. Et qui diable est cette Célia? C'est alors que ça le frappe. C'est la 3e princesse, celle qu'il a essayé de droguer, ce qui fait d'elle l'une des personnes qui apporteront le désastre dans sa vie. Dans l'histoire originale, tout le monde l'aimait. Mais ici, Sindir classique. Froide à l'extérieur, chaleureuse à l'intérieur. Compris. Moon est déprimé en réalisant que ses parents semblent vraiment être de bonnes personnes. Il a vraiment été expulsé parce qu'il s'est comporté comme un vrai salaud, et son père ne voulait tout simplement pas avoir un fils pourri. Mais cela ne fait que le motiver davantage à changer son destin. Même si c'est risqué, il ne veut pas entraîner toute sa famille avec lui. La vraie raison pour laquelle sa famille finit ruinée est que les gens croient que son père lui a ordonné de tuer la princesse comme une forme de trahison. Donc, ce qu'il doit probablement faire, c'est prendre le blâme sur lui et s'assurer que personne d'autre n'est impliqué. Le problème est que la cérémonie est déjà demain, et il ne reste plus de temps pour changer trop de choses.
Ce qu'il trouve étrange, c'est que si l'événement est si proche, pourquoi ne sait-il rien de la drogue qui est censée être utilisée? Est-ce que quelqu'un va la lui donner? Que va-t-il réellement se passer? Alors qu'il essaie de comprendre tout cela, une servante apparaît, et il la heurte accidentellement. Elle tombe d'une manière étrange, disant qu'il a renversé le thé noir de la dame. Quand il va lui demander si elle va bien sûr, elle tressaute, pensant qu'elle va se faire réprimander. Elle voit le thé renversé sur lui et se précipite immédiatement pour le nettoyer. Mais au moment où elle remarque le désordre, elle est déjà convaincue que sa vie est finie. Elle va se faire virer et probablement manger de la nourriture pour chien dans la rue d'ici demain. Le protagoniste réalise que sa réputation le précède vraiment, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter qu'il ne va pas la punir. Qu'est-ce que c'est? Le gars est habile avec ça aussi, la prend dans ses bras et lui dit de se détendre. Elle est toute confuse, essayant de comprendre ce que fait le jeune maître. Honnêtement, je me pose la même question. Qu'est-ce qu'il y a avec ses mains? Alors Anne apparaît et l'appelle. Il demande le nom de la blonde, et elle dit que c'est Noël. Il dit à Anne de s'occuper d'elle, mais Anne dit qu'elle et Noël doivent encore se concentrer sur la préparation des choses pour demain. Elles ne peuvent pas se relâcher maintenant. Il lui dit juste d'embaucher plus de personnes pour aider. Je veux dire, allons. Comment un manoir aussi immense peut-il ne pas avoir assez de personnel? Anne s'incline simplement et dit, très bien alors. Et notre beau parleur comme toujours gagne du temps en s'éloignant. Noël commente que c'est étrange. Le jeune maître n'a jamais laissé personne l'aider auparavant parce qu'il disait toujours que les gens étaient sales, donc c'est bizarre qu'il suggère cela maintenant. Anne ajoute qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange aussi. Peut-être qu'il serait préférable d'avancer le plan avant que les choses ne deviennent incontrôlables. De retour dans la chambre du gars, il fouille dans toutes les boîtes. Un poison qui pourrait abattre la troisième princesse doit être une sorte de potion hallucinogène de haut niveau, incroyablement chère. C'est alors qu'il trouve une carte du marché noir. Clairement, elle a dû être utilisée pour acheter ce qu'elle a fini par boire. La scène se déplace vers le quartier commercial de la chambre. Il est tard dans la nuit, et le protagoniste dit aux autres d'attendre là pendant qu'il va acheter quelques trucs. Il se déplace dans la zone en grande partie inaperçue, essayant de se souvenir de la route de l'histoire. Finalement, il atteint une porte et dit « rat d'égout ». Il montre ses références, et le gars l'accueille en tant qu'invité et lui dit d'entrer. C'est le marché noir Léopold. Potions, ingrédients, créatures magiques, même synthétiques. Et, bien sûr, une configuration classique, des esclaves. L'un des alliés du protagoniste a en fait été acheté à cet endroit. Cette partie est secondaire, cependant, car en ce moment, il a de plus gros problèmes. Il entre dans l'une des pièces et est accueilli par quelqu'un portant un masque de chat, qui lui demande immédiatement ce qu'il recherche. Ils ont tous les types de potions. Il dit qu'il veut quelque chose qui soit incolore, inodore, qui fonctionne particulièrement bien sur les mages et qui les assomme pendant des heures. Il va probablement l'acheter, l'utiliser, mais ne fera rien à la fille. Maintenant, je suis confus aussi. Il essaie de suivre l'histoire, honnêtement, je ne sais plus ce qu'il prévoit. La personne au masque de chat dit qu'il doit chercher à passer un bon moment. S'il le souhaite, elle peut même recommander quelques esclaves. Il dit qu'il s'en va, mais elle l'arrête, disant d'attendre, elle va chercher la potion. Moon dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir si c'est un homme ou une femme, et c'est juste. Celui qui a dessiné ce personnage a vraiment rendu la tâche difficile. C'est effrayant de même deviner, alors gardons ça neutre. L'être humain attrape une potion pendant que notre protagoniste pense à quel point ce corps est incroyable. Très probablement, c'est une femme magnifique avec une silhouette puissante qui dirige toute cette opération souterraine. À ce moment-là, la porte s'ouvre à nouveau et quelqu'un d'autre entre. À en juger par les collants noirs, vous savez déjà quelle heure il est. Notre garçon a-t-il aussi un œil pour les détails comme ça? La personne dit qu'elle est là pour acheter une drogue extrêmement forte qui cible les mages et ne laisse aucune trace. Translate-bas texte. La vendeuse est confuse. C'est une potion qu'elle vend rarement, et maintenant tout le monde la demande soudainement. Moon est déconcerté. Il ne pensait pas que les femmes avaient aussi ce genre de goût. Il se sent mal pour quiconque est sur le point de traverser toute cette épreuve, mais il ne peut rien faire pour aider. Puis la femme jette 2 fioles sur la table et dit que c'est celle que tout le monde recherche. Même si le liquide à l'intérieur était de couleur vive, le mélanger avec du vin le rendrait totalement imperceptible. Quelques gouttes suffisaient à peine à assommer un éléphant pendant 2 à 3 heures. Il est stupéfait de sa puissance. La querelle masquée dit que s'il n'y croit pas, il peut l'essayer lui-même. Il devra juste dormir sur le sol pendant 3 heures et payer le prix fort. Le seul problème est le coût, 130 000 amélie, la monnaie locale. La femme masquée qui se tient à proximité, cependant, dit qu'elle n'a pas d'amélie mais a une autre façon de payer. Elle montre une lettre, et la vendeuse dit qu'il est difficile d'accepter quelque chose avec ce genre de valeur comme paiement. Elle la lit et demande si ce qui est écrit est vraiment vrai. La mystérieuse silhouette dit que la vendeuse peut utiliser ses propres compétences pour le vérifier. Mystérieux ou pas, soyons réalistes. C'est probablement Anne. Qui d'autre cela pourrait-il être? La vendeuse dit, d'accord. La potion est à elle. La femme masquée la prend, la remercie et commence à sortir. Pendant ce temps, Moon dit simplement de l'ajouter à sa carte.
La vendeuse lui remet une potion bonus et dit que s'il la combine avec l'autre, l'expérience sera bien meilleure. Il la remercie, la range dans son sac et s'enquiert des informations que l'autre femme lui a données. Mais la vendeuse, clairement pas trop préoccupée par l'honnêteté, dit que ce sont de vieux amis. Et s'il veut les informations à un prix équitable, cela lui coûtera 900 000 Amélie. Il lui jette un regard et se détourne en disant qu'il n'est pas intéressé. Cette arnaqueuse essayait de lui faire payer cette fois le prix juste devant son visage. Pas question qu'il se fasse avoir. Il vient du monde moderne. Il reconnaît déjà un piège quand il en voit un. Dès que la porte se ferme, la vendeuse dit qu'elle espère le revoir bientôt. Elle enlève ensuite son masque, et bien sûr, c'était une femme. Maintenant, elle sait exactement ce qui va se passer au manoir, et elle se demande à qui elle va vendre toutes ces informations. Évidemment, le geste le plus intéressant serait de le vendre aux deux camps et de semer le chaos total. Pourrais-tu, le protagoniste? Elle a définitivement ce genre de regard. La nuit suivante au palais Campbell, il est rempli de nobles abrutis qui se promènent, et il y a notre garçon en plein milieu. Un monsieur moustachu se présente avec sa troisième fille, disant qu'il serait merveilleux qu'elle rencontre le jeune monsieur Campbell. Elle jette un coup d'œil à notre garçon et commence à trembler, puis s'enfuit en courant, sa robe flottant, en criant que sa mère l'appelait. Honnêtement, cette réaction ressemblait plus à de la peur qu'à autre chose. Le père s'excuse en disant qu'elle a un peu peur, et Moon dit simplement que ce n'est pas grave. C'est alors qu'il commence à remarquer qu'aucune des filles ne semble heureuse de le voir clairement. Sa réputation a fait des ravages. Pourtant, son père, lent, pose une main sur son épaule et dit qu'il est impressionné par la façon dont le garçon s'est comporté. Il se montre vraiment à la hauteur, et ce soir, cessera d'être un garçon et deviendra l'homme de la famille Campbell. Moon le remercie et dit qu'il fera de son mieux. Soudain, quelqu'un à l'entrée demande le silence. Le troisième dans l'ordre de succession au trône de l'Empire Léopold est sur le point d'arriver. Baignée avec la pureté de la neige connue sous le nom de déesse de glace, la troisième princesse, Célia, qui ressemble étrangement à Paimon de Jangen Impact. L'en dit qu'il va se mêler au reste des invités et demande à Moon de s'occuper d'elle. Moon se lance en appelant la princesse, disant que ça fait un moment. Il complimente son apparence, et elle a même les petites étincelles dans ses cheveux comme Paimon. Mon Dieu, la fille a de vrais atouts. Elle le remercie pour le compliment. Il se montre tout doux et gentil, elle commence à penser que quelque chose ne va pas. Puis il dit qu'elle doit être fatiguée du voyage et suggère qu'elle aille se reposer un peu. Alors qu'elle passe, tous les nobles s'inclinent devant elle, et elle se dit, qu'est-ce qui se passe avec ce type aujourd'hui? Il est beaucoup trop poli. À ce moment-là, il semble que Campbell entende des gens parler d'une fille illégitime qui aurait eu un duel avec son mari. Je suis un peu confus aussi. Il semble que les gens ne l'aiment pas parce qu'elle est illégitime, a divorcé et veut maintenant se qualifier comme une héritière. Le reste du groupe leur dit d'arrêter de dire des choses comme ça. C'est fou. Ah, bien sûr. N'est-ce pas? Qui arrive maintenant? La protagoniste, le personnage principal de ce monde, Ariel Bougard, celle aux cheveux noirs à gauche. Honnêtement, elle est assez basique, vous savez, mais c'est logique. Si vous y pensez, les protagonistes sont généralement assez standards, cheveux noirs, visage simple, et la voici qui agit normalement en saluant Monsieur Moon. Il est tout maladroit et répond qu'il va bien et lui souhaite la bienvenue. Mais alors, de nulle part, ce grand type intervient et demande comment elle peut parler comme ça au jeune maître. Elle était un peu désinvolte, et notre garçon dit au type de se taire, disant que ça va. Elle peut parler comme elle veut. Il a déjà été assez poli. À ce moment-là, elle a pratiquement une mini-crise. Elle se demande pourquoi ce type qui l'a traité comme une terrible fille illégitime sait maintenant soudain comment prononcer son nom. Son amie regarde Ariel, confuse, jusqu'à ce que quelqu'un tende la main et appelle Mademoiselle Léa. Une autre est surprise que Campbell connaisse son nom complet, Mademoiselle Léa Angèle. Il tend la main pour prendre la sienne, mais Ariel la gifle et lui dit d'arrêter ses manigances. Elle l'attrape et lui dit d'écouter. Elle est ici à cause de son père, alors il ferait mieux de ne rien tenter de louche. S'il pense même à faire quelque chose d'horrible à elle ou à Léa, elle s'assurera qu'il ne sorte jamais vivant de là. Sur ce, elle s'éloigne. Je l'aime déjà. Elle joue les héros justes, mais nous savons tous les deux qu'elle veut qu'il cause des problèmes. Moon pense que, comme il s'y attendait, traiter avec la protagoniste va être difficile, mais il dit qu'il s'en fiche. Une fois la nuit terminée, elle suivra son chemin et lui espère suivre le sien, et ils ne se reverront plus jamais. Peu de temps après qu'il ait prononcé son discours, apparemment, c'est son anniversaire. Qui l'eût cru? On dirait qu'il a eu 18 ans. Tout le monde applaudit et le trouve incroyable. Le type a presque une autre crise, mais il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Il regarde autour de lui et aperçoit le sosie de Paimon se détendre près du miroir. Il s'approche, se présente et s'excuse en disant qu'il espère ne pas être impoli. Il demande l'honneur d'une danse. Oh mon Dieu! Se croit-il maintenant membre de la royauté? Translate-bas texte. Elle accepte, bien sûr. Cette fille, par contre, elle assure avec sa tenue. On dirait que ses accessoires sont sur le point d'exploser. Pendant ce temps, les nobles sont coincés et mal à l'aise, se pavanant, et le protagoniste est à l'écart, mangeant un gâteau tout en le regardant danser avec la troisième princesse.
Elle complimente ses pas, et il répond qu'il est encore débutant. Elle sait à quel point il a changé et dit qu'il se comporte enfin comme un noble. Ce qu'elle trouve étrange, c'est comment son invitation à danser s'est déroulée plus tôt. « Guerrière, je t'accorderai la faveur d'une danse. Sois reconnaissante. » Il lui dit maladroitement d'oublier ça, dit-elle y va dans le passé. La musique commence. « Allons-y, tout le monde. Nous sommes au cœur de l'intrigue maintenant. » Il danse. Elle le complimente avec les banalités habituelles, et puis, qu'est-ce que c'est? Il se glisse juste derrière Paimon. Est-ce qu'il appelle des renforts, style aventurier? C'est laquelle dit qu'ils doivent avoir une conversation privée. Elle sait déjà que ce mariage est juste un arrangement politique à cause de leur famille. Il répond que si elle veut l'annuler, ils peuvent travailler ensemble pour que cela se réalise. Elle se retire légèrement et dit qu'ils en reparleront plus tard. Puis elle demande, « Que diriez-vous d'aller dans sa chambre tout de suite ?»« Madame, il est pris au dépourvu. » Mais il est trop tard. Elle est déjà en train de l'emmener. À l'écart, il y a 2 servantes espiègles qui regardent tout se dérouler. Elle chuchote à propos de cette fille qui est partie avec ce maître déficient mental. Vous savez à quel mot elle pense? Elles disent qu'elles doivent agir vite car c'est le territoire de Lionheart maintenant. De retour dans la chambre, il lui offre une boisson. Elle refuse poliment, disant qu'elle ne peut pas en prendre une seule goutte. Maintenant, Moon a de vrais problèmes car il n'a aucune idée de comment le protagoniste original a réussi à conquérir cette fille. En plus de cela, il doit encore lui donner la potion. Mais si elle ne boit rien, il n'a aucune idée de comment il est censé faire ça. Il demande ce qu'elle aime boire, et elle répond du café. Mais ensuite, elle change rapidement et propose de prendre du thé noir à la place. Il s'avère que le thé noir ou le vin sont les seules options disponibles dans cet endroit. Elle a l'air un peu perplexe, mais il la rassure en disant qu'il va en chercher. Pendant ce temps, elle est assise là, un peu confuse. Il semble si enthousiaste à l'idée de préparer ce thé. Évidemment, il est là-bas en train de glisser la potion. Honnêtement, je pensais que c'était la potion pour dormir, mais de nulle part, il dit qu'une seule goutte fait tomber quelqu'un amoureux. En plus de ça, il y a une autre fiole qu'il décide de ne pas utiliser. Il n'est pas si sûr de ses effets. Juste à ce moment-là, elle l'appelle, ce qui le surprend, et il se retourne rapidement en disant que c'est presque prêt. Mais, oh là là, dans cette rotation rapide, une partie de la potion se répand partout, et l'autre fiole. Il s'avère que c'était un aphrodisiaque. Il est soulagé qu'aucune des potions ne laisse de traces magiques. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il baisse les yeux et se rende compte qu'une bonne partie de la potion a touché le sol. Son plan initial était d'en vendre un peu pour se faire de l'argent. Mais maintenant, c'est fini. Alors qu'il apporte le thé, nous voyons quelqu'un regarder par la fenêtre. Paimon, enfin, la 3e princesse, remarque que le thé noir de la famille Campbell est étrangement rouge et brillant. Il dit que c'est une herbe extrêmement rare de l'Est, une vraie délicatesse. Elle suit le mouvement et lui dit de le boire en premier. Notre garçon dit, « Quoi, Paimon? Tu ne me fais pas confiance ?» Moon Campbell, le jeune noble honnête. Mais elle répond simplement que ceux qui servent doivent toujours goûter la boisson en premier. C'est l'étiquette de base de la noblesse. Quand il lève la tasse pour prendre une gorgée, cependant, elle la lui arrache des mains et dit que la sienne a l'air meilleure. Il devrait échanger. Oh, une petite gorgée plus tard, et elle a déjà l'air étourdie. Je pensais que ça allait être l'aphrodisiaque, mais non. Elle chancelle, laisse tomber la tasse et s'évanouit directement sur le canapé. Moon pense que c'était une décision intelligente de s'assurer que les 2 tasses étaient dosées. Selon l'histoire originale, le protagoniste est censé faire irruption dans la pièce et essayer de le tuer dans les secondes qui suivent. Il doit avoir l'air suspect, alors il baisse un peu sa jupe, déboutonne une partie de sa tenue, enlève sa chemise et dit que c'est parfait. Quiconque entre supposerait exactement ce qu'il veut qu'il suppose. On dirait qu'il vise vraiment à être condamné cette fois. Le seul problème est que rien ne se passe. Le temps passe. Une demi-heure passe, et personne ne se présente toujours. C'est étrange car dans l'histoire originale, elle entre en trompe pour gérer la situation immédiatement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Dans l'histoire, la protagoniste marche dans les couloirs, quelqu'un la heurte, renverse quelque chose sur sa robe, et c'est ainsi qu'elle finit par tomber sur ce désordre. C'est à ce moment-là qu'il se souvient. Peut-être que celle qui a renversé le thé était Noël. Mais plutôt, il a dit à Anne de laisser Noël se reposer, ce qui a dû perturber toute la chaîne d'événements. Oh, regardez qui ouvre les yeux pendant qu'il est encore enfermé dans son plan directeur. La fille se lève. Il s'avère que l'aphrodisiaque a dû atterrir dans la tasse qu'elle lui a arrachée. Maintenant, il se tient là, confus, se demandant pourquoi la pièce semble soudainement froide. Puis, bam, une main saisit son visage. Une explosion de magie glaciale le projette au sol. Il supplie Peyton de se calmer, disant qu'il peut expliquer. Mais elle met fin à cela, disant qu'il n'y a pas de place pour les explications. Disons simplement ça. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas chez cette fille. Il dit qu'il va chercher un médecin. Trop tard. Ses poignets sont déjà épinglés. Elle murmure que son corps est froid et que le sien est chaud. Il la supplie de se calmer, mais non. Elle plonge dans un baiser. Le type prie pour qu'Ariel se présente pour le sauver car sinon, ce petit acte est sur le point de devenir trop réel.
En parlant d'une dure à cuire, la voilà, marchant dans les couloirs, agacée que sa robe soit tachée. Puis elle entend des sons étranges. C'est à ce moment-là qu'Anne se présente et lui dit que cette zone est interdite. Translate-bas texte. Ariel trouve ça étrange, et Anne propose rapidement de nettoyer sa robe puisque c'est le problème. Elle a lancé un sort. La tenue est impeccable, et Ariel est assez impressionnée que même les domestiques ici connaissent la magie. C'est alors qu'une des domestiques a mentionné nonchalamment quelque chose à propos d'un gâteau pas chichi, disant qu'il serait servi à la fête, et tout de suite, la protagoniste s'illumine de joie, la remerciant joyeusement. Anne esquisse un petit sourire, mais se retourne ensuite avec ce regard maléfique classique sur son visage. Bien sûr, Ariel n'est pas si stupide. Ou attendez, peut-être qu'elle l'est. Elle sent quelque chose d'anormal comme l'odeur du sang dans l'air, mais elle l'écarte, disant qu'elle est dans le manoir du duc et ne s'implique pas. De plus, elle est convaincue que Paimon peut gérer cette morveuse toute seule. Rien ne vaut un gâteau, donc elle ne s'inquiète de rien. À proximité, ces mêmes domestiques louches se demandent si Ariel était la cible. Celle aux cheveux gris dit non. Elle était la cible d'un gars nommé numéro 9, mais elle a réussi à le tuer, même s'il était d'un rang supérieur. La domestique aux cheveux plus foncés lui dit de se dépêcher, l'avertissant que si Campbell se présente, la mission pourrait échouer. Mais sa partenaire lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle a déjà vérifié la situation, et l'action battait son plein. Pendant ce temps, notre garçon est un désastre total, égratigné, épuisé. Que s'est-il passé? Attends. Rien ne s'est réellement passé. Il avait juste du mal à se défendre. Et maintenant, Paimon se réveille, met une épée sur son visage, et exige ses derniers mots. Il essaie de la calmer, mais elle dit juste qu'il va dans l'au-delà sans rien dire. Commence à paniquer. Il n'est même pas sûr de se réincarner à nouveau. Alors il lâche que ses intentions venaient d'un véritable amour. Il est là, rayonnant d'émotion, espérant que les dieux lui accorderont une seconde chance, pour finalement presque se faire trancher le cou. Elle dit froidement qu'il est vraiment répugnant. Il s'excuse et lui demande de se calmer, disant qu'ils ne sont même pas allés jusqu'au bout. Mais elle rétorque qu'il est sale d'appeler même ses actions sincères. S'il avait réellement essayé de la séduire avec de véritables efforts, peut-être qu'elle aurait accepté le mariage. Mais au lieu de cela, il a emprunté la voie sournoise, la drogue et la tromperie. Il essaie d'expliquer qu'il n'a jamais voulu l'insulter. Elle le coupe et lui ordonne de se mettre à genoux. Puis soudain, quelque chose de l'autre côté de la porte attire son attention. Elle l'attrape par le cou et le force à ordonner à tous ceux qui sont dehors de partir. Elle le jette au sol et lui dit de s'habiller et de s'occuper de celui qui est à la porte parce qu'il est de toute façon sur le point de mourir. Le pauvre gars est coincé entre trois options terribles. Se faire tuer par Sully, être pendu par le roi, ou finir piégé dans un étrange donjon par un mystérieux étranger. Attends. Était-ce le protagoniste? Non. On dirait un autre fou. Pendant ce temps, l'autre fille enfile nonchalamment ses collants, disant qu'il sera mort dans quelques minutes. Moon ouvre la porte pour voir qui c'était sursaute. C'est cette même domestique disant qu'ils ont passé du temps ensemble et qu'elle a apporté de la nourriture. Il lui dit de poser ça et la remercie, mais il réalise ensuite qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Alors qui est-elle? Elle dit qu'elle a été embauchée pour aider au banquet, ce qu'elle trouve étrange étant donné qu'aucune domestique ou nouveau personnel n'était censé être amené. Elle est d'accord et se précipite soudainement en avant, le renversant. À ce moment, il réalise que sa véritable cible est Paimon. Elle bondit avec 2 couteaux. Boum. Une explosion. Et quand il lève les yeux, au moins la reine des glaces a réussi à se défendre. Paimon exige de savoir si son frère idiot a envoyé cet assassin. La domestique répond que, malheureusement, les détails sont confidentiels. Dans une autre pièce, on voit des orbes dorés flotter et murmurer que la princesse sera tuée ce soir au domaine Campbell, et ce sera la fin de quelqu'un. Je ne suis pas sûr de qui est cette fille aux cheveux blancs, mais elle semble savoir ce qui se passe. De retour dans la pièce après cette explosion, la domestique recule, admettant que la magie de Paimon est beaucoup plus dense que prévu. Mais son expression change lorsqu'elle entend l'incantation, car maintenant Paimon le charge avec une lance de glace et manque de la transpercer le crâne. Alors que les deux s'affrontent dans un affrontement brutal, notre gars réfléchit. Quand les dieux se battent, les mortels souffrent. Il n'y a littéralement rien qu'ils puissent faire. Il essaie d'ouvrir la porte à nouveau, mais elle est scellée. Ils y vont toujours à fond. Il se cache derrière quelque chose, réalisant que cette foutue domestique a dû lancer une sorte de sort de barrière pour empêcher quiconque d'entrer. Et puis il remarque quelque chose, le changement de plan pour faire venir du personnel extérieur qui a été fait hier seulement. La seule façon dont un plan aurait pu être préparé à l'avance est si quelqu'un a divulgué des informations. Il est presque touché par une attaque, et tout ce qu'il peut faire maintenant est prier pour que Paimon gagne. Mais en la regardant, toujours debout là, féroce, même battu et serrant cette lance, il commence à se demander si c'est vraiment une bonne chose. Elle pourrait juste le tuer aussi. Honnêtement, peut-être que ce ne serait pas si mal si elle mourait ici. Personne ne le saurait jamais. C'est alors que la domestique dit que Paimon est vraiment un génie, et Paimon répond qu'elle peut déjà sentir quelqu'un utiliser la magie gravitationnelle pour jouer avec son jeu de jambes, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un d'autre impliqué. Elle exige que la domestique dise qui c'est,
sinon les deux vont mourir ici. La domestique dit juste que, comme les rumeurs le prétendent, Paimon est vraiment un génie. Paimon craque et lui dit de se taire et de parler. Qui est derrière ça? Si elle veut avoir une chance d'être épargnée. Mais la domestique dit qu'elle n'est pas là pour tuer qui que ce soit, juste pour gagner du temps. Soudain, toute la pièce se met à trembler. C'est alors que la domestique aux cheveux gris dit que la chambre est maintenant entièrement scellée. L'autre fouille dans sa poche et sort une fiole, déclarant qu'elle offre la vie de 100 enfants en sacrifice au seigneur du monde fondu. Paimon le reconnaît instantanément comme la puissance d'un dieu sombre, mais la domestique se contente de sourire et demande qu'il descende et supprime ce monde. Une énergie rouge inonde la pièce, projette Paimon contre le mur, et elle sait que si ces rats se présentent maintenant, elle n'a aucune chance. La domestique le confirme. Ce sont des rats? Bien sûr. Mais la vraie cible ce soir est la princesse. Elle se lance pour une autre frappe, mais Paimon attrape le poignard de notre protagoniste et bloque l'attaque. La domestique est choquée. Cette fille, ensanglantée, ses collants déchirés, battue, épuisée, mais elle a évité les points vitaux. Pourtant, ça n'avait pas d'importance. Elle n'avait plus de magie du sang. Un coup de pied brutal dans les côtes l'envoie s'écraser sur le sol. Le paiement est différent. Elle se relève. L'assassin dit qu'elle fera de sa mort une mort sans douleur et se jette pour le coup de grâce. Du sang gicle, mais devinez quoi? Translate-bas texte. Notre garçon a sauté devant et l'a encaissé. Il a littéralement pris le coup de plein fouet. Sans blocage, sans déviation, juste du pur courage. Vous vous souvenez du moment où notre protagoniste était coincé à table? Je suis presque sûr qu'Anne était derrière tout ça. Je ne sais pas comment je n'ai pas fait le rapprochement. 1 + 1 font 2. C'était elle. Cette maudite fille est même sur la couverture de l'histoire. Bref, revenons à ça. Anne l'appelle par son nom, et Paimon veut savoir pourquoi. Il est par terre, crachant du sang, et se souvient soudainement quand l'autre servante a ouvert la porte plus tôt et lui a dit qu'il pouvait partir. Il a envisagé de s'enfuir, mais s'est rendu compte qu'il ne le pouvait pas. Alors il appelle Anne et lui demande ce qu'elle croit faire. Anne dit juste à cet idiot inutile d'arrêter de se mettre en travers de son chemin, mais Paimon passe devant lui et lui tranche profondément le cou. La fille tombe à genoux, et la princesse de glace déclare simplement que c'est fini. Maintenant, notre garçon est allongé sur le sol, se raccrochant à peine à la vie. Paimon s'agenouille à côté de lui, réalisant que s'il a sauté pour la protéger, alors ce ne sont pas des assassins qu'il a engagés. Et ce qui la déstabilise vraiment, c'est qu'il les protégeait sans réfléchir, car si elle était morte, personne n'aurait jamais su ce qu'il a fait. Mais il dit que tout cela n'a plus d'importance. Comme elle l'a dit, il a choisi d'agir comme un vrai homme. Purée, ça fait mal. Mais, bien sûr, c'est de Paimon dont nous parlons. Elle dit froidement qu'en se basant sur son pouls, il a assez de force pour dire peut-être 3 phrases de plus, alors il vaut mieux qu'elle compte. Elle transmettra son dernier message au duc. Il se lève, touche son visage et dit, sincèrement, qu'il est désolé. Au final, il avait vraiment des sentiments pour elle. Puis son bras touche le sol. Mec, il est parti comme une légende. Nous savons qu'il ne va pas vraiment mourir, mais s'il l'avait fait, ça aurait été épique. Pourtant, Paimon n'en démord pas. Elle dit que ce bâtard ne peut pas mourir après s'être excusé comme ça, pas après tout ce qu'il a fait. Elle l'appelle par son nom et lui dit qu'elle n'accepte aucune de ses excuses maudites. Il va vivre et payer pour chaque chose. Au milieu du vide, il y avait Moon flottant, se sentant étourdi et rougi par la chaleur. Malheureusement, même s'il a essayé de faire de bons choix, la mort était inévitable. Au moins, c'était mieux que de suivre le scénario du jeu. De cette façon, il a pu décider de la façon dont sa vie se terminait. Mais ensuite, une étrange énergie noire apparaît à côté de lui dans un panneau qui se forme, montrant une ventilation des progrès en matière d'arrogance, d'envie, d'avidité, d'impudeur et de paresse. On dirait qu'il s'agit des 7 péchés capitaux. Il est à moins 90% en gourmandise, 99% en envie et 50% en arrogance. Quelques pages du livre se tournent, et la chose lui dit de continuer à essayer pour l'instant. Il demande pourquoi ce foutu livre ne s'est pas montré avant qu'il ne meure. Puis il entend un bruit provenant de celui-ci, et la scène se déplace vers les égouts. Des cendres dérivent à travers le souterrain, et quelqu'un assassine ce Campbell qui n'était pas la vraie cible. Mais soudain, une voix demande ce qu'elle croit avoir fait à son fils. Oh, là là. Le père apparaît, rayonnant une pure aura de cœur de lion. L'assassin commence instantanément à trembler, et le père dit calmement qu'il ne s'attendait pas à des visiteurs dans sa maison. Elle n'était pas invitée, alors que faisait-elle là? Et elle ferait mieux de parler maintenant. Qu'a-t-elle fait à son fils? Mec, le gars est généralement gentil, mais en ce moment, c'est une bête. En y repensant, notre protagoniste a dû être heureux d'avoir au moins réussi à broyer un peu d'aura à la manière de Sung Jin-woo avant de mourir. Ou peut-être pas, parce que maintenant nous sommes de retour dans la chambre, et Anne est assise juste à côté de lui. Cette même Anne que nous savons maintenant être dangereuse. Il se réveille, et elle est juste là, demandant si le jeune maître se sent mieux. Elle demande s'il a besoin d'un médecin, et alors qu'il essaie de se lever, disant qu'il veut aller aux toilettes, la douleur dans sa poitrine frappe fort, et il tombe directement dans les draps moelleux. Il s'excuse,
disant que ses jambes sont étrangement faibles. Mais maintenant, il doit faire attention. Il peut se permettre d'être gentil avec elle. Elle n'est absolument pas digne de confiance. Elle lui dit que sa fiancée lui a demandé de prendre soin de lui, donc il devrait savoir qu'elle restera près de lui pour le moment. Puis elle dit qu'elle va l'aider à se laver et commence immédiatement à aller chercher ses vêtements. Il lui demande rapidement de se calmer, disant qu'à l'instant, il a commencé à se sentir mieux. Elle dit d'accord, elle le laisse être indépendant, mais le prend toujours et l'emmène dans la salle de bain. Il lui dit de sortir, qu'il a des choses à régler, et un peu plus tard, nous sommes de retour dans la pièce. Peu de temps après, elle lui dit qu'il a dormi pendant 3 jours entiers, et c'est la princesse Paimon elle-même qui lui a demandé de veiller sur lui. Il a à peine survécu, a perdu une énorme quantité de sang et est resté trop longtemps sans oxygène. Il a eu de la chance que Paimon ait réussi à utiliser de la magie pour le maintenir en vie. En entendant cela, il se rend compte qu'elle n'a probablement rien dit au sujet de l'incident de la potion. Mais alors Anne dit que la princesse a mentionné quelque chose d'important. Ce qu'elle révèle en fait, c'est qu'ils ont découvert tout le complot d'assassinat. Son père a capturé l'un des attaquants et leur a arraché la vérité par la torture. Le problème maintenant, c'est qu'ils doivent encore en quelque sorte s'excuser auprès du roi. Sa fille a été mise en danger à l'intérieur de leur propriété. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'a reçu aucune punition. Apparemment, la princesse Paimon a dit quelque chose au roi, quelque chose qui l'a amené à être pardonné. Mec, je viens de résumer environ 15 énormes bulles de dialogue. L'histoire s'emballe vraiment parfois. Notre gars s'effondre sur le lit, se sentant enfin soulagé. Au final, les choses ne se sont pas si mal passées. Mais Anne se penche immédiatement, demandant pourquoi il a l'air si tendu. Que s'est-il passé? S'est-il passé quelque chose entre lui et la princesse dans cette pièce? Se souvenant de la façon dont elle a dit qu'elle voulait quelque chose de chaud, il le nie rapidement, disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il fasse quelque chose d'aussi audacieux, il serait réduit en pièces. Anne rit et lui dit d'aller boire le médicament pendant qu'il est encore chaud. Mais dès qu'il prend une gorgée, il a envie de vomir, ça a un goût horrible. Il demande ce que c'est que ce truc. Elle explique que c'est un tonique pour l'aider à récupérer et à reconstituer son sang. Et puis nous coupons à 3 servantes debout devant la porte, chuchotant à quel point chaque fois qu'il mange quelque chose d'aigre, il fouette généralement tout le monde. Mais aujourd'hui, il agit vraiment bizarrement. Elle commence à se demander si elle devrait aller le signaler à la dame, mais il leur dit simplement à toutes les 3 de rester en place et de ne rien dire. C'était juste un médicament normal. Puis il avale le tout sur place. Les servantes ferment la porte, un peu effrayées, tandis qu'il reste assis là, l'air confus, jusqu'à ce qu'il vomisse tout d'un coup. Mec, on aurait dit qu'il avait vomi du pétrole brut pur. Et le pire, c'est qu'il devra boire cette chose 2 fois de plus s'il veut se rétablir complètement. Anne mentionne avec désinvolture que s'il le souhaite, elle peut lui faire des crêpes et même un peu de thé. Elle lui tend une tranche de gâteau, et il la remercie, disant qu'elle est beaucoup trop gentille. Translate-bas texte. Elle a même dit qu'elle méritait une augmentation. Elle soulève légèrement sa jupe et dit qu'elle apprécie le compliment, mais elle doit terminer ses tâches. En partant, elle lui dit de regarder sur la table de chevet. Il y a une lettre pour lui. Mais il l'appelle soudainement, lui demandant d'attendre une seconde. Lors de leur conversation précédente, elle a mentionné qu'il avait déjà pris ce médicament amer 4 fois. Alors, comment est-ce possible si, dès qu'il touche sa bouche, il vomit? Elle répond calmement. Elle met du sucre dans sa propre bouche et le lui a passé. Il se détend une demi-seconde, jusqu'à ce que l'image se fixe enfin dans sa tête, et il comprend ce qui vient de se passer. Maintenant, il hurle dans son oreiller, mais en vérité, il est allongé là, bien au chaud sur le lit, pensant que si quelque chose comme ça arrivait vraiment avec sa grande sœur, la vie ne serait peut-être pas si mauvaise. Mais il se souvient soudain qu'il a aussi embrassé Paimon. C'est alors qu'il va chercher la lettre, et il est écrit qu'elle le considère maintenant comme un demi-homme. Il soupire de soulagement, au moins la situation criminelle a été évitée. Un peu plus tard, sa mère est tout émue et soulagée qu'il s'en soit sorti vivant malgré la dangerosité de tout cela. Il minimise, disant que ce n'était rien de grave. Mais elle lui dit d'aller se regarder dans le miroir. Il y a un cratère dans sa poitrine. Il hausse les épaules, disant que ce n'est qu'une égratignure. Tant qu'il a survécu, il va bien. Son père est d'accord, disant qu'une cicatrice comme celle-là est plus comme une médaille. C'est grâce à lui qu'ils ont pu éviter le désastre que cela aurait pu devenir en sauvant la princesse. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas une seule servante normale dans ce monde entier. Même celle qui se tient à côté de lui a l'air d'un guerrier imposant. Moon dit qu'il veut savoir tout ce qui s'est passé. Son père explique que les 3 assassins ont été capturés. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les faire parler, mais finalement, ils ont obtenu des informations. Il s'avère qu'ils n'étaient pas des guerriers de la mort entraînés ou des tueurs professionnels. C'étaient des disciples de quelqu'un appelé le roi des périssants. Moon est confus. Il ne se souvient pas que ce nom soit apparu dans l'histoire originale. Son père explique que c'est une sorte d'ancien dieu sombre responsable d'innombrables horreurs. Et si le prix est assez élevé, ses disciples accepteront n'importe quel travail, même tuer leurs propres parents. Mais il dit à son fils de ne pas s'inquiéter. Il a déjà donné l'ordre que ces personnes soient complètement éliminées.
Le protagoniste est stupéfait, et sa mère lui rappelle que son père a mérité son poste actuel grâce à ses mérites militaires. Audacieux comme toujours, notre garçon dit qu'il est fier d'être son fils. C'est bien mérité. Ce qu'il veut vraiment savoir maintenant, c'est s'ils ont découvert qui est vraiment derrière tout ça. Son père, cependant, dit non. Tous les chasseurs capturés étaient liés par une étrange malédiction. Au moment où ils essayaient même de prononcer le nom de la personne, ils s'enflammaient et mouraient instantanément. Le marché noir a été complètement anéanti, mais aucune preuve réelle n'a été trouvée. Moon trouve intéressant que son père ait détruit le marché noir, car c'est aussi ce qui s'est passé dans le livre original. Dans l'histoire, ils ont tué son préféré. Attends, préféré pourquoi? Furieux, le père a envoyé les chevaliers royaux, et ils ont brûlé toute la ville. Ce massacre a duré 3 mois, et même les égouts ont coulé rouge. Au moins cette fois, cela s'est terminé beaucoup plus rapidement. D'un autre côté, c'était un grand événement pour Ariel dans l'histoire. C'était un moment de croissance majeure pour elle. Moment classique du protagoniste. Elle combattait des tonnes d'ennemis, et son aura évolué de manière significative. Mais maintenant, ce développement n'aura pas lieu, et tout a changé juste parce qu'il a donné 2 jours de congé à la servante. Plus tard dans la nuit, il semble que tout le monde dans la maison lui dise de se reposer, mais il n'a pas le temps de se reposer parce que l'histoire continue de dérailler. Et le pire, c'est que plus les choses changent, moins il peut se fier à ce qui devrait techniquement se passer d'après le livre original. Il a donc élaboré un plan assez complexe, survivre, empêcher cette horrible fin où il est attaché à une table et se fait violer, devenir plus fort, et surtout, arrêter de faire confiance au livre. Il s'assoit là à y réfléchir, puis admet, non, cela n'a pas vraiment de sens. Il doit être beaucoup plus prudent. La vérité est qu'il ne sait toujours pas exactement qui était cette personne de sa vision. Cela ne ressemblait pas à Ariel, et ce n'était pas Sully non plus. Alors qui diable était-ce? Il se laisse tomber sur le lit, réalisant qu'il ne sert à rien de trop réfléchir. Pour l'instant, la priorité devrait être de devenir plus fort. En tant que fils d'un duc, il a beaucoup de ressources pour développer sa puissance. Le seul problème est que tout cela est trop conventionnel. Et pour aggraver les choses, le propriétaire original du corps a passé une année entière dans une académie prestigieuse et en est ressorti avec rien d'autre qu'un sort de lumière de niveau poubelle. Pourtant, il est le fils de ce type puissant, donc il doit avoir au moins une sorte de talent. N'est-ce pas? Impossible qu'il soit si faible. Mais même ainsi, il sait qu'il n'atteindra jamais le même niveau que l'équipe du protagoniste. Dans ce monde, elle est connue comme l'une des élues des dieux, complètement hors de portée pour toute personne normale. Pain est un excellent exemple. Elle a reçu l'autorité divine d'une déesse froide, et depuis, elle n'a cessé de grandir. Et ce genre de pouvoir divin n'est pas quelque chose que l'on peut surmonter avec de simples efforts. Et puis il y a Ariel qui finit par être béni par des esprits élémentaires incroyablement beaux, pas seulement un, mais plus de 10. Quelle vie misérable. Ce qui est vraiment misérable, c'est sa situation. Peu importe à quel point il s'entraîne, il n'y a aucun moyen qu'il puisse surpasser quelqu'un comme elle. Mais cela ne veut pas dire qu'il va rester immobile non plus. Au moins, il doit être assez fort pour se défendre, surtout si Ariel décide un jour de le traquer. Du bon côté, il semble qu'il pourrait être capable de débloquer de nouveaux talents. D'un claquement de doigts, le livre noir apparaît, mais le frappe directement à l'entrejambe. Il crie à cette foutue chose d'arrêter d'apparaître et de le frapper à chaque fois. Puis il entend ce bruit de sifflement étrange, et le livre s'ouvre et commence à feuilleter les pages. Maintenant, il raconte tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et il est ennuyé parce que la chose est beaucoup trop détaillée. La façon dont c'est écrit, cela le fait passer pour une sorte de type louche essayant de faire quelque chose d'horrible à cette pauvre fille. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. L'un des mots du texte, « assassin », brille en rouge. Soudain, une énergie étrange l'entoure, et il crie au livre de donner un avertissement la prochaine fois. Maintenant, il se retrouve dans une nouvelle pièce. Il regarde autour de lui et réalise rapidement que ce n'est pas le même donjon qu'avant. Peut-être que c'est un autre espace à l'intérieur du livre. Mais avant qu'il puisse vraiment comprendre quoi que ce soit, quelqu'un s'approche par derrière. Il se retourne, et c'est encore elle. Cette même fille qu'il a déjà frappée une fois au cou. Boum. Pas le temps de réagir. Extinction des feux. Translate-bas texte. Il se réveille à nouveau dans son lit. Le pauvre n'a même pas eu une seconde pour comprendre ce qui venait de se passer, terrassé en un coup. Le livre s'anime à nouveau, et quand il regarde, il voit que sa compétence au combat au couteau est maintenant à 1%, et son pas de l'ombre à 0,5%. Finalement, il a découvert les capacités de combat réelles qu'il a dans ce monde chaotique, et il est excité, disant qu'il est sûr que son hack va être sérieusement surpuissant. Plus tard dans la nuit, il est allongé dans son lit en marmonnant à quel point il a à peine survécu. Il a tenu, apparemment, juste 3 secondes là-dedans. Il décide de vérifier si sa compétence a augmenté, et, oui, il a gagné 1% dans les deux. Maintenant, il comprend que ses compétences sont vraiment brisées. Toute capacité, peut-être venant des ennemis qu'il vainc, est enregistrée dans le livre, et il peut l'apprendre. Ou peut-être que ce sont juste les compétences qu'il voit. Pas sûr. Si c'était basé sur la vue,
Il aurait déjà dû acquérir cette capacité de glace de la fille, mais peut-être pas puisque celle-ci venait d'une déesse. Ce qu'il sait, c'est qu'il pense à une compétence massive en ce moment, et elle est puissante. Il est tout excité, marmonnant que ce n'est qu'une question de temps avant que ce pouvoir et ses capacités au couteau soient tous à lui. Il ne sait pas exactement comment gagner en compétence rapidement, mais il est sur le point de le découvrir. Le livre le frappe en plein visage, et puis boum. Il reçoit un coup de pied à la tête, et tailladé à travers la poitrine et finit en lambeaux. Pendant ce temps, à l'extérieur de sa chambre, Anne frappe à la porte et l'appelle. Quand elle entre, elle le voit sous les couvertures et a l'air un peu confuse. Voyant ça, elle glousse et dit que c'est drôle. Il dort toujours de la même manière que quand il était enfant. Un si mignon petit garçon. Elle utilise un sort de conservation de la chaleur et dit qu'elle ne le réveillera pas tout de suite. C'est Anne, j'attends juste le rebondissement de l'intrigue où elle se transforme en un démon total parce qu'il n'y a aucune chance que ce doux sourire soit sincère. Dès qu'elle ferme la porte, il sort de sous la couverture, grommelant que le livre maudit l'a frappé en plein dans l'aine, ou peut-être qu'il se fait juste frapper par des tours bon marché. Quoi qu'il en soit, il est déterminé à replonger dans ce rêve jusqu'à ce qu'il l'abatte enfin. Le soleil se lève, et à ce moment-là, il avait déjà essayé 185 fois. C'est une résilience mentale d'un autre niveau. Il meurt à chaque tentative, mais maintenant il tient 30 secondes. Il est frappé par une vague d'épuisement, comme dans son thé, le renverse et s'écrase sur le sol, complètement épuisé. Mais, finalement, il avait trouvé un moyen de devenir plus fort. Le seul problème, la douleur de mourir dans cette illusion semble très réelle. Il pensait pouvoir contourner le système. Au moment où il mourait, il pouvait juste rentrer et ignorer la peur. Mais, non, c'était impossible. Et maintenant, après une nuit entière d'efforts, il est temps de voir les résultats de tout ce travail. Sa technique au couteau avait atteint le niveau 2, et le pas de l'ombre était à 11%. Bien sûr, c'était encore loin du niveau d'assassin, mais savoir qu'il pouvait évoluer comme ça était déjà énorme. Il est excité de le tester, alors il active le pas de l'ombre et se précipite à travers la pièce. Le type laisse pratiquement des traînées de fumée complètement surexcité jusqu'à ce qu'il grimace soudainement de douleur. Il s'avère que son pied a été brûlé. Maintenant, il se demande comment cette fille assassin qui a attaqué Paimon a réussi à utiliser sa sang bronché, et puis ça le frappe. Bien sûr, ces techniques sont beaucoup trop avancées pour quelqu'un comme lui, juste un combattant de niveau 1. De retour à l'académie, il a appris que pour gérer des techniques comme celle-ci, vous devez canaliser le ki à travers votre corps pour le renforcer et réduire le recul. Mais c'est quelque chose que seuls les guerriers de niveau 2 peuvent faire. Donc, le plan pour l'instant est de trouver un professeur approprié, de préférence un show, bien sûr. Il rêve déjà de Sainte Maria de l'Académie. Le seul problème est que, bien qu'il connaisse des tonnes de mages puissants, il ne connaît pas beaucoup de guerriers forts. C'est parce que dans ce monde, la magie est tellement incroyablement brisée que personne ne se soucie des arts martiaux. Pourquoi entraîner des coups de poing et des coups de pied juste pour manger une boule de feu en pleine figure? Alors ça fait tilt. Il y a un guerrier, probablement le plus puissant de toute l'histoire, ou plutôt, pas probablement, définitivement. Ce serait son père. Comment diable a-t-il oublié qu'il avait le boss final vivant dans la même maison? Au cours des 100 dernières années, aucun guerrier n'a eu un impact plus grand sur le monde que lui. À 15 ans, il était déjà garde royale. À 20 ans, il a écrasé les forces rebelles. À 27 ans, il est devenu maréchal de l'Empire. À 32 ans, il a gagné le titre de roi cœur de lion. Il n'a jamais perdu un combat. Ce type est le vrai de vrai. Notre garçon pense maintenant que Moon méritait en fait la fin tragique qu'il a eue. Le type avait tout, une vie parfaite et même un père qui aurait pu tout lui apprendre, mais il a tout gâché. Ce n'est pas grave cependant, car à partir de maintenant, il va demander à son père un entraînement personnel. Vous pensez que la prochaine réplique serait le refus du père, mais non. C'est en fait Anne qui frappe à nouveau, disant que le maître le cherche. Il sort avec elle, disant que c'est le moment parfait. Il était sur le point de demander la même chose. Mais dehors, il croise deux autres servantes. L'une d'elles porte des lunettes et pourrait honnêtement être la première fille mince de toute cette histoire. Moon remarque qu'elles appellent maintenant Anne la servante en chef et lui fait un compliment. On dirait qu'elle a été promue, elle explique que l'autre, la précédente servante en chef, a démissionné juste après son réveil, alors elle a fini par prendre le poste. Il a l'impression qu'elle a peut-être été renvoyée à cause de lui, ce qui est un peu déroutant. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter que même si elle ne sera plus la servante en chef, elle fait toujours partie de la maison. Et c'est là que sa mère lui fait ce câlin très particulier. Très bien, illustrateur. Réduisons peut-être un peu le ton. Ouais. Elle l'a en disant qu'elle veut qu'il l'appelle maman 1000 fois, puis elle presse sa tête contre son ventre et lui dit d'écouter. Il s'avère que, oui, elle est enceinte, ce qui signifie qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. Juste à ce moment-là, le père entre, lui disant de se calmer. Le garçon vient de sortir du lit après s'être remis, alors peut-être ne vous emballez pas trop. Un peu plus tard, Moon est surpris de découvrir que son père retourne sur le front. Aussi, pouvons-nous parler de la servante qui se tient à côté de son père? Elle est massive. Clairement,
Le duc lui-même était en charge de l'embauche de toutes ces femmes, et nous pouvons déjà dire quel genre de goût ce type a. Raffiné, je dirais. Il dit que cet après-midi, il retourne sur le front et qu'il sera absent pendant au moins un mois. Pendant ce temps, Moon doit rester dans la capitale. Il se tourne vers Mademoiselle Faye et dit qu'il compte sur elle pour veiller sur tout le monde. Moon, cependant, lui dit qu'il ne devrait pas y aller. Il y a d'autres généraux dans l'Empire, et d'ailleurs, il est duc. Mais son père explique que, malheureusement, après près d'une décennie de silence, les choses sont devenues urgentes. Il y a des signes de démons abyssaux près des frontières. Mais Moon sait ce que c'est réellement, une distraction destinée à détourner les forces humaines. La véritable invasion ne se produit que dans 3 ans, lorsqu'Ariel se lèvera finalement en tant que sauveur. Le problème est que, même si son père a dit un mois, il sera probablement absent pendant 3 ans, ce qui signifie que le plan de Moon d'apprendre l'escrime auprès de lui est complètement anéanti. Un griffon et une voiture arrivent, et son père fait signe au revoir, disant à sa femme de ne pas pleurer. Il sera bientôt de retour. Translate-bas texte. Il appelle Moon et lui dit qu'il a été impressionné quand il a risqué sa vie pour protéger l'impératrice. C'était le courage d'un vrai chevalier, le genre de bravoure qui coule dans le sang Campbell. Il lui rappelle le symbole de leur famille. L'épée représente la force, et ils sont la lame de l'Empire. Le dragon symbolise l'ennemi qu'ils doivent vaincre. En d'autres termes, ils sont l'arme de tout le royaume. À un moment donné, chaque homme de la famille doit fouler le champ de bataille. Il n'est pas sûr que Moon suivra cette voie, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe maintenant, c'est qu'il est devenu un homme, et pour cela, son père promet d'investir toutes les ressources qu'il n'avait pas dans sa jeunesse, afin que Moon devienne encore plus fort. Moon reste là, silencieux pendant un moment, puis son père dit qu'il est temps de parler de quelque chose de sérieux. Il veut savoir ce que Moon pense vraiment d'Anne. Pris au dépourvu, Moon répond qu'elle est gentille. Mais pourquoi aborder ce sujet? Son père explique qu'il a vu cette fille grandir. Elle vient d'une bonne famille. Elle est intelligente, et surtout, elle le voit comme plus que son maître. Si Moon ne veut pas la perdre, il ferait mieux d'agir rapidement. Maintenant, Moon reste là, totalement décontenancé. De quoi parle son père? Le duc décide d'être direct. La famille a besoin de plus d'héritiers. Sa femme vient à peine d'avoir leur deuxième enfant, et avec son retour au front, il n'aura pas le temps d'en faire d'autres. Moon mentionne nerveusement qu'il est techniquement fiancé à Paimon. Son père balaie cela d'un revers de la main en disant que c'est juste politique. Même s'ils finissent par se marier, elle sera l'épouse principale, et Anne pourra être la secondaire. Puis le visage de son père devient sérieux. Il prononce le verdict final. Dans 3 ans, à son retour, Moon aura intérêt à avoir un enfant. C'est tout. C'est le plan. Quel genre de père impitoyable lui jette Anne comme ça? Je ne voudrais pas être dans cette situation, honnêtement. C'est un refus catégorique pour moi. Dès que le père part, Anne entre dans la pièce et dit qu'elle a entendu son nom mentionné, elle veut savoir s'il a besoin de quelque chose d'elle. Honnêtement, je pensais que Moon esquiverait la question, mais non. Il va droit au but et dit qu'ils doivent avoir un enfant parce que c'est ce que son père vient de lui dire de faire. Mais il pense que c'est juste une blague, donc elle n'a pas besoin de le prendre au sérieux. Son travail est d'être une servante, et à l'avenir, ils suivront chacun leur propre voie. Puis, de nulle part, il commence à dire qu'elle est la femme parfaite, et il est sûr qu'elle trouvera un homme incroyable un jour. Et si elle rencontre quelqu'un, tout ce qu'elle a à faire, c'est le lui dire en personne. Il lui donnera sa bénédiction pour partir. Et puis, avec toute la confiance du monde, il pose une main sur son épaule et lui dit d'être courageuse et d'aller trouver son propre bonheur. Pendant ce temps, il s'éloigne en se sentant bien, pensant qu'il vient de faire le coup parfait. Mais est-ce qu'il est vraiment attiré par elle? On dirait bien, n'est-ce pas? Mais comme nous nous y attendions, oui, ça ne lui a pas plu du tout. Elle tremble littéralement de rage, murmurant entre ses dents serrées qu'il a vraiment changé. Elle ne peut plus attendre. Ce sera ce soir. Et nous voici ce soir. Notre garçon est allongé là, pensant que rien ne se passe comme il l'avait prévu. Il pensait obtenir l'aide de son père pour devenir plus fort, mais maintenant il est parti. Alors maintenant, il doit se débrouiller seul. Pour le moment, il évite l'académie car la moitié des personnes qui s'y trouvent sont proches du protagoniste tout-puissant, et cela ne ferait qu'aggraver sa situation. Il doit d'abord maîtriser les bases. Ce n'est qu'après cela qu'il pourra partir à l'aventure dans le monde. Il ferme un autre livre, attrape le livre sombre, et quand il l'ouvre, il a un enregistrement de tout ce qu'il a lu dans les autres. En fait, il n'a besoin que de voir la couverture et de feuilleter quelques pages pour apprendre le contenu. Ce petit livre est parfait pour monter de niveau rapidement. Dommage qu'à ce moment précis, Anne entre, faisant l'innocente. Regardez-la lire. Il la repousse et lui demande si elle lui a apporté quelque chose à manger. Elle dit oui. Il lui dit d'y aller doucement, mais elle répond juste que cela fait partie de ses fonctions. Elle a apporté du vin millésimé, seulement 100 bouteilles sont produites par an, et cela coûte plus de 200 000 pièces. Mais il dit qu'il n'est pas d'humeur. Il étudie encore, ne veut pas être distrait. Mais la bouteille se fissure déjà dans sa main, et elle lui demande ce qu'il voudrait boire. Il dit du café pour l'aider à rester éveillé et concentré, mais elle répond qu'ils n'ont que du vin ou du thé noir. Étrange.
Cela semble étrangement familier. Il s'arrête en pensant, attends, ça me semble familier. Elle lui tend la tasse en s'excusant, disant que les grains de café ont été mangés par des rats, donc elle en apportera des frais demain. Oh mon Dieu! Cet idiot ne regarde même pas la tasse. Il la boit, et frappé par un choc, la tasse s'écrase sur le sol, et sa vision devient floue. Il commence à s'effondrer, demandant pourquoi elle l'a trahi. Mais elle l'attrape doucement, disant qu'elle ne ferait jamais ça. Elle lui dit de dormir paisiblement. Elle dit que son cœur est brisé. Elle l'aime tellement. Alors comment a-t-il pu dire une chose pareille? Il a trop changé, et maintenant il doit être purifié par son amour. Il a intérêt à l'accepter car ils vont être ensemble pour toujours jusqu'à la fin du monde. Il ouvre les yeux, et où est-il? Vous le savez déjà. Les mains et les pieds attachés à une planche. La fille de la prophétie se tient juste devant lui. Cette malédiction de la prophétie, je le jure. Elle est déjà en train d'enlever son uniforme en disant que ce foutu type du marché noir ne se trompe jamais. Il essaie de demander ce qu'elle fait, mais elle répond immédiatement qu'il sait exactement ce qu'elle fait. Puis elle dit qu'il y a 10 ans, quand il n'avait que 8 ans, elle se tenait à ses côtés. À partir de ce moment, son existence a été pour son bien. En retour, son existence est maintenant pour la sienne. Et maintenant, elle doit le réparer, le remettre sur le droit chemin. Moon dit qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle, lui demande de le laisser partir, mais elle le fait taire. Ne dis rien. Je vais m'occuper de tout. Ce soir, de la tête aux pieds, à l'intérieur comme à l'extérieur, son corps, son âme, chaque parfum, chaque mèche de cheveux, chaque goutte de sang, tout cela lui appartiendrait. Eh bien, au moins, il n'a plus à s'inquiéter d'impressionner son père. Translate-bas texte. Elle s'en occupe certainement. Honnêtement, je m'attendais à une sorte de rebondissement, quelqu'un qui débarque, qui arrête la scène. Mais non. Notre garçon se réveille le lendemain matin, les yeux fatigués, l'air complètement épuisé. Ça arrive tellement de fois. La tête perd conscience, se réveille au milieu de tout ça, puis s'évanouit à nouveau, et se réveille encore une fois. Il n'arrivait juste pas à y croire. La même personne qui avait transformé Moon en un bon à rien, et la même qui l'avait enchaîné comme ça, c'était cette maudite Anne. Il dit qu'elle l'a mis KO d'un seul coup. Et même s'il était mentalement préparé, ça faisait toujours un mal de chien. Il l'a supplié d'arrêter cette folie, de le libérer de ses menottes et de lui donner une chance de s'échapper. Mais elle a dit pas question. Comparé à toutes les années qu'elle a passées à attendre, cette douleur n'est rien. Mon Dieu, d'accord, auteur. Fais attention à toi. Tu joues vraiment avec le feu là. Je ne sais même pas comment commenter cette folie. Malgré tout, notre gars fait semblant d'être en agonie. Mais en vérité, il admet que la sensation était incroyable. Malgré tout, il sait qu'elle va le tuer si ça continue. Il doit s'échapper rapidement. Mais, bon sang, il est enfermé avec des menottes en acier boulonnées directement dans le mur. Et à limitique, elle lui demande simplement ce qu'il pense faire. Il dit que ses poignets lui faisaient mal, et qu'il voulait juste les étirer un peu. Elle dit qu'il est trop tard pour ça maintenant. Il n'y a rien qu'elle puisse faire. Elle dit qu'il va lui manquer comme un fou, mais malheureusement, elle a des choses à faire dans le manoir. Sinon, les gens pourraient commencer à suspecter quelque chose. Et en plus de ça, elle se demande s'il ne serait pas préférable de tuer tout le monde dans la maison, vu qu'il lui appartient maintenant. Ça le sort de sa torpeur. Il panique et la supplie de ne rien faire de tel. Avant qu'elle ait fini de s'habiller, elle lui demande s'il y a une femme de chambre dans cet endroit qui pourrait lui plaire. Espérons que ce ne soit pas Noël. Il lui dit qu'elle a perdu la tête. Il n'y a rien avec personne d'autre. Elle rit, lui dit de se calmer, elle plaisante juste. Tant qu'il se comporte bien, elle promet de ne blesser personne dans la maison à moins qu'elle n'y soit absolument obligée. Il la supplie de le laisser partir. Il n'y a aucune chance qu'elle ait sérieusement l'intention de le garder enfermé ici pour toujours. Soudain, les menottes magiques s'ouvrent d'un claquement de doigts. Elle lui dit juste de ne rien tenter de stupide. Le cœur de cette pièce est un espace scellé renforcé avec de l'acier provenant d'une tour dont personne n'a jamais entendu parler. Traduction, il est pratiquement impossible de sortir. Il demande si personne ne trouvera cela suspect, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle a dit à tout le monde qu'après avoir entendu le discours de son père sur le fait de devenir fort, Mu a décidé de retourner à l'académie. Donc Noah va s'interroger sur sa disparition pendant un certain temps, et elle lui assure. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle lui apportera 3 repas par jour comme elle l'a toujours fait. Évidemment, vous devriez lui faire confiance. Elle fait ça depuis des années. Et puis, bam, elle place un coup propre. Le gars se tord de douleur. Honnêtement, ça a dépassé les bornes maintenant. Il est difficile de dire si quelqu'un accepterait volontiers ce niveau de folie. Elle dit au revoir de la main, il l'appelle, mais la porte claque. Il n'aurait jamais pu deviner que parmi toutes les personnes mentionnées dans la prophétie, ce serait elle. Et chaque fois qu'il dit du mal de la situation, la prochaine chose qu'il dit est toujours à quel point c'était bon. Ça, il ne peut pas le nier. Le problème est qu'il sait que si ça continue, il ne va pas survivre. Même si elle a mentionné une sorte de scellant magique, il décide d'essayer la porte. Il saisit la poignée et tire de toutes ses forces, mais tombe immédiatement au sol en proie à l'agonie.
Toute la pièce est faite d'acier pur, amélioré par la magie. Il n'y a pas d'issue. Finalement, le livre apparaît sans le gifler au visage cette fois. Moon lui dit directement. Il n'a aucune chance. Cette femme a autant de pouvoir et de potentiel que Paimon elle-même. Même s'il commençait à s'entraîner maintenant, il n'y a aucun moyen qu'il devienne assez fort avant de mourir. Mais le livre reste juste ouvert, et il comprend. D'accord. Il n'a rien de mieux à faire. Autant s'entraîner au lieu de se morfondre. Mais alors, attendez une seconde. Alors qu'il ouvre le livre, il se rend compte que celui qu'il a lu hier soir contenait l'équation pour se sortir de cette situation exacte. Chapitre suivant, il a déjà fait 199, 200 ponts. Au moins, son corps tient toujours le coup après cette nuit brutale. D'abord, c'était Paimon. Maintenant, c'est Anne. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Il n'est pas fou de la douleur. Ce qui l'énerve vraiment, c'est qu'il ne puisse rien faire. C'est toujours lui qui est maîtrisé. Mais la prochaine fois, il jure que ce sera lui qui la vaincra. Cette pensée a à peine fini de se former qu'elle se présente, souriant et disant que la journée de travail est terminée. Alors, Moon, les paroles sont faciles. Maintenant, voyons voir si tu agis. Et Kirsi dit déjà qu'elle se sent comme une femme rentrant à la maison après une longue journée. Si mignon, dit-elle, comme si tout cela était parfaitement normal. Elle lui a apporté le dîner et a même préparé un bain à la température idéale. Bon sang. Comment suis-je censé décrire ça? Elle demande s'il veut manger, prendre un bain, ou, eh bien, vous voyez. Et cette réplique, petit voyou, après tout ce baratin, il se dirige déjà directement vers le bain, s'enfonçant comme s'il essayait de se détendre. Mais à en juger par l'expression de son visage, se détendre est la dernière chose qu'il fait. Il marmonne qu'il n'est pas un enfant et qu'il n'a pas besoin d'aide pour ce genre de choses. Que quelqu'un, s'il vous plaît, libère ce pauvre garçon avant que je ne sois banni pour avoir lu ça. Elle dit que maintenant que son corps lui appartient, elle doit en prendre soin. Elle teste même son audition pendant qu'il crie mentalement qu'il ne peut absolument pas perdre face à cet Andé. L'heure du dîner arrive, et il la remercie, dit que la nourriture a un goût incroyable, prend l'assiette et commence à manger. Il demande quel genre de viande c'est, et elle répond avec désinvolture que ça vient d'un rare taureau géant à 3 cornes. Translate-bas texte. Elle l'a préparé spécialement pour lui, car c'est connu pour améliorer la force physique. Il lui dit de ne plus jamais lui servir ça, mais elle se contente de sourire et dit qu'il en a déjà mangé des dizaines de fois. Elle le lui a fait manger en secret. Il se lève, c'est fini. Dit qu'il en a marre de ça. Il est enfermé, n'a même pas le droit de voir la lumière du soleil, et maintenant elle lui fait manger toutes ces choses bizarres. Si elle ne le laisse pas sortir maintenant, il retombe, assommé. Pauvre type. Que peux-tu faire? Une fois de plus, la nourriture était maudite. Elle lui murmure même de l'apprécier, car la nuit va être longue. Quand il rouvre les yeux, il est clair que le type a été démoli. Elle s'excuse pour la nuit précédente, disant qu'elle avait peur qu'il ne survive pas, alors elle l'a ménagé cette fois. Ouais. Ce monstre de gars n'avait aucune chance. Il a dit qu'il allait dominer ou quoi que ce soit. Il s'est fait écraser à nouveau. Elle essaie de lui parler, mais il l'ignore complètement. Alors elle dit que puisqu'il a été sage pendant 2 jours de suite, elle va lui accorder une requête. Il demande immédiatement la liberté. Elle dit que c'est impossible. Il demande de nouveaux vêtements. Elle dit que c'est aussi impossible. Il la regarde genre, quel genre de vœu c'est si je ne peux rien demander? Elle explique que le vœu de plus haut niveau qu'il puisse faire en ce moment, c'est quelque chose comme choisir quand il veut manger demain. Et écoute, sur le site où je lis ça, il y a des gens dans les commentaires qui disent que le protagoniste souffre trop, et ils sont prêts à échanger leur place avec lui juste pour enlever un peu de chaleur au pauvre type. Alors il soupire et admet, ouais, choisir ce qu'on mange, c'est mieux que rien. Il repense à cette période de l'année. Il avait l'habitude d'apprécier un vin de saison spécifique et un poisson spécial. Elle commente que le poisson dont il parle vient du lac Bipor, qui est très loin. Il en rajoute, disant qu'il avait l'habitude d'être un esprit libre. Maintenant, il ne peut même pas décider quoi manger, coincé dans un confinement comme ça. S'il ne peut même pas avoir un petit poisson du lac Bipor, alors quel est l'intérêt de la vie? Elle l'appelle par son nom, mais ensuite elle dit, très bien. Elle va le lui chercher. Immédiatement, il attrape son bras et la remercie, tout reconnaissant. Et ce gars envoie des cœurs maintenant. Il dit qu'il souffre. Mais est-ce qu'il souffre vraiment? Il lui souhaite une bonne journée de travail et lui dit qu'il l'attendra à la maison. Elle fait un court-circuit sur place, complètement déconcertée, puis soudainement court, l'embrasse, et il reste juste là, stupéfait. Je ne sais même plus quoi penser à ce stade. Est-ce qu'il joue aux échecs en 4 dimensions, essayant de déstabiliser l'esprit du méchant? Alors qu'elle part, elle mentionne que le voyage jusqu'au lac Bipur prendra jusqu'à demain après-midi, alors il ferait mieux de se reposer. Et une fois qu'elle est dehors, elle se retient visiblement, marmonnant qu'elle a failli ne pas pouvoir se contrôler. Le jeune maître est vraiment la chose la plus mignonne du monde, et elle a hâte de lui apporter ce poisson juste pour continuer à le gâter davantage. Alors qu'il pense qu'il va peut-être, juste peut-être, enfin avoir un moment de paix et une nuit complète de repos, il se dit qu'il est temps de sortir son trésor préféré, le livre. Il faut grinder un peu plus dans ces espaces d'entraînement simulés.
Il semble qu'il demande à entrer dans une simulation appelée l'espace aux 1000 serrures basée sur l'un des livres qu'il a lu pour améliorer sa capacité à briser les sceaux magiques. Pendant ce temps, quelque part sous la pluie et les tempêtes qui se préparent, quelqu'un avertit une certaine fille que le lac Bipur est extrêmement dangereux en ce moment. Elle devrait reculer. Alors que la personne tend la main pour lui saisir la main, elle active un pouvoir et le poignarde à la main, disant que personne d'autre que le jeune maître n'est autorisé à la toucher. S'il essaie de l'arrêter à nouveau, elle le donnera à manger aux poissons. Le vieil homme grommelle juste que si une femme folle veut mourir, il ne l'arrêtera pas, mais elle devrait savoir. Le maître du lac Bipor est réveillé. La guilde surveille, et ils ont confirmé. C'est une créature de classe monarque. Anne lève les mains et dit, « Ah, ça explique ce temps bizarre. » Le batelier marmonne qu'elle ferait mieux de lui laisser 300 pièces. Il doit s'occuper de sa main blessée maintenant. Mais plus que ça, elle ne devrait pas se frotter à la guilde des aventuriers. Ils ne la laisseront pas s'en tirer indemne. Elle a juste un seau plein de pièces qui traînent dans la glace. Il lui a demandé à nouveau, est-ce qu'elle veut vraiment y aller? Elle doit comprendre à quel point c'est dangereux. Elle ne comprend pas ce que signifie se faire des ennemis de la principale guilde des aventuriers. Mais elle dit catégoriquement qu'elle s'en fiche. Il ne signifie rien pour elle. Elle fait ça par amour. Ensuite, on coupe sur un groupe d'aventuriers réunis près du lac. Une fille tenant un bâton dit qu'elle ne peut rien laisser arriver à Rod. Après cette mission, elle va enfin se confesser. Quelqu'un la rabroue, dit à Erika de se concentrer et d'arrêter de rêvasser. C'est la guérisseuse. Elle doit lancer un sort maintenant, ou ils ne tiendront pas beaucoup plus longtemps. Elle commence à canaliser la magie, et un autre aventurier hurle que la créature arrive. Après avoir encaissé tant d'attaques spéciales, la chose est enfin sur le point de se révéler. C'est alors qu'un requin géant surgit du lac. Évidemment, c'est le maître du lac. Il charge une énorme bombe à eau. Quelqu'un crie le nom de Rod, et lance une bénédiction de la terre pour créer une barrière. Il crie au mage de lancer son sort, et elle commence à conjurer à travers son bâton. Il s'avère qu'elle est guérisseuse et mage, quelle polyvalence. Mais juste avant que son sort n'atteigne sa cible, une autre explosion explosive se déclenche. Elle dit à Ra de charger. Il saisit l'occasion, se précipite sur la créature et lui assène un coup direct à la tête. Le lac entier explose avec le coup. Il est épuisé, mais parvient quand même à se retourner et à lever le pouce, disant que c'est terminé. Waouh! Ce type a un mage puissant et une guérisseuse dévouée. C'est une équipe parfaitement équilibrée. La mage est là, à se recoiffer, tout sourire et gratitude, tandis que la pauvre Erika, la guérisseuse, est juste assise là, ayant l'impression de n'avoir rien apporté. Rod et l'autre fille, Tia, se complimentent, disant que c'est génial de partir à l'aventure côte à côte. Pendant ce temps, Erika se ronge de l'intérieur. Elle a fait une promesse quand ils étaient enfants que Rod et elle seraient toujours un duo. Elle travaille dur depuis des années, mais on dirait qu'il ne la voit plus jamais. Elle était la première à ses côtés, et maintenant elle n'est plus qu'un soutien en arrière-plan alors qu'il tombe clairement amoureux de quelqu'un d'autre. Tia est toujours en train de le soigner quand Rod appelle soudain Erika, lui disant de se réveiller et d'aider à disséquer le monstre du lac. Mais alors, quelque chose ne va pas. Translate-bas texte. Ils entendent un son étrange. La surface de l'eau redevient trouble, puis, boum, l'eau jaillit vers le ciel. Tout le monde se baisse immédiatement. Une autre bête du lac se lève. Celle-ci est différente. Celle-ci est la vraie de vraie. Tia se met rapidement à lancer un sort de 3e niveau, celui-ci énorme, mais ça ne fait rien. La magie frappe le cou de la créature, et rien. La bête contre-attaque avec un orage depuis sa corne. La foudre déchire le ciel. Erika attrape Rod et l'éloigne, lui criant de faire attention, mais il lui dit de bouger. Ce monstre dépasse de loin ce qu'ils sont capables de gérer. Elle demande ce qu'il va faire, et il dit « Je vais protéger Tia. C'est moi qui l'ai invité à cette fête. C'est ma responsabilité. » Même si cela signifiait mourir, il était prêt à mourir à ses côtés. Ouais. Erika aurait vraiment préféré ne pas entendre ça. Rod charge pendant que de loin, quelqu'un observe silencieusement tout le gâchis se dérouler. Bien sûr, c'est Anne, curieuse d'être témoin de la puissance d'une bête de niveau monarque de première main. Si les dragons avaient ce genre de force, elle pensait qu'elle pourrait enfin obtenir cette partie spécifique pour nourrir le jeune maître. Mais pourquoi essaie-t-elle toujours de le nourrir avec de la viande de monstre? De toute façon, une fois de plus, le boss prépare une autre attaque de foudre. Rod le sait. C'est la fin pour eux. Mais juste à ce moment-là, Anne lance un sort de liaison. Un éclair s'abat du ciel et frappe la créature. Quand Rod regarde à nouveau, la bête retombe dans le lac. Même l'attaque qu'elle était sur le point de lancer avait été complètement annulée. Quelqu'un prend des nouvelles d'Erika, lui demandant si elle va bien. C'est Anne. Elle dit à Erika de ne pas s'en mêler. C'est elle qui s'occupera de ce monstre. Et avec ça, elle active une autre restriction, et Erika réalise. Cette femme manipule du métal liquide. La créature commence à être percée de toutes parts. Et Anne, calme comme toujours, forge une épée à partir de rien alors qu'elle flotte vers la bête comme si elle marchait dans les airs, disant que le monstre paierait pour avoir effrayé les poissons qu'elle était venue pêcher pour le jeune maître. Le prix à payer pour avoir gâché ses plans était la mort. Une entaille nette.
La créature est coupée net en deux et coule dans les profondeurs. Rod regarde de côté, sans voix. Il n'arrive pas à croire qu'une bête de classe monarque vient d'être éliminée comme ça. Ouais. Notre cher protagoniste a beaucoup de travail devant lui s'il veut un jour s'en libérer. Erika accourt, prenant des nouvelles de Rod. Il dit qu'il va bien, mais Taya ne va pas très bien. Il a quelques potions de guérison, mais elles ne suffiront pas. C'est alors qu'il a demandé à Erika d'aller parler à cette femme. Il veut qu'elle découvre si c'est une aventurière et si elle serait intéressée à rejoindre leur groupe, car quiconque peut tuer une bête monarque comme ça, eh bien, ce serait un sacré atout. Anne est occupée au bord du lac à ramasser les poissons restants. Le seul problème? Elle a oublié de demander au jeune maître ce qu'il aime vraiment. Juste à ce moment-là, Erika s'approche et lui dit que les deux qu'elle tient ne sont pas comestibles. L'un sent mauvais une fois cuit, et l'autre est très toxique. Elle devrait prendre les deux autres près du devant. Ce sont les fameux comestibles du lac Bipor. Anne, curieuse, demande comment elle le sait. Erika explique qu'elle habitait à proximité. Beaucoup de nobles aiment ces poissons, alors elle les pêche et les vend. En 15 minutes à regarder Anne préparer, elle savait déjà comment le gérer et le rendre parfait. C'est alors qu'Erika demande « Êtes-vous venu jusqu'ici pour chercher ce poisson pour quelqu'un que vous aimez ?» Anne répond calmement « Oui. La personne qu'elle aime voulait du poisson, alors elle est venue. » Erika répond « Avoir quelqu'un que vous aimez autant et le voir recevoir cet amour de votre part. Ils doivent être vraiment chanceux. » Anne fait une pause, réfléchissant à la façon dont son amour est reçu, ce qui implique pour l'instant un type inconscient dans une pièce sombre, et dit « Oui. Il est très chanceux. Je suis sûr qu'il comprend la profondeur de mon amour. » Elle se tourne pour partir, mais Erika l'interpelle, lui demandant d'attendre. Elle dit que c'est à propos de l'amour. Elle a un problème, et elle veut la vie d'une femme mûre comme elle. Anne pose le poisson et répond que l'amour est le genre de problème où la solution n'est pas toujours claire. Mais puisqu'Erika l'a aidé à résoudre la situation du poisson, elle essaiera de lui rendre l'appareil avec quelques conseils. Erika commence par la phrase classique « Alors, mon ami, elle est comme quelqu'un depuis très longtemps. » Mais elle ne sait pas si cette personne ressent la même chose. Son amie est un peu timide, un peu naïve, et maintenant il y a une autre femme dans le tableau. Et depuis, il traite mieux cette nouvelle fille. Alors maintenant, elle pense à abandonner. Anne écoute attentivement puis demande combien cette amie aime ce type. Erika répond immédiatement « Ce n'est pas moi. C'est mon ami. » Mais Anne coupe court à la comédie. « Assez avec ça. Dis-le juste. » Erika finit par l'admettre. Oui, c'est elle. Elle l'aime depuis qu'ils sont enfants depuis plus de 10 ans. Anne la regarde droit dans les yeux et demande « Donnerais-tu ta vie pour lui ?» Et Erika dit « Pas seulement ma vie. Je ferai n'importe quoi pour lui, même si le monde entier se dressait contre moi. » Oh là là, on y est. Une autre complètement hors des rails. Anne hoche simplement la tête et dit « Eh bien, on dirait que tu as déjà ta réponse alors. » Si son amour est vraiment si profond, il ne reste plus rien à demander. Elle doit suivre la vraie voie de son cœur et donner tout ce qu'elle a à celui qu'elle aime. Et plus important encore, elle devrait vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision qu'elle pourrait regretter plus tard. Alors qu'Anne s'éloigne, Erika est là, plongée dans ses pensées, repassant tout ce discours sur le suivi de son cœur. Mais soudain, une étrange flamme s'allume, pas autour d'elle, mais à l'intérieur d'elle. Translate-bas texte. Une voix murmure, demandant si elle va vraiment tout abandonner. Va-t-elle vraiment se rendre? La voix lui dit d'abandonner la moralité, les lois, et même sa propre vie, de tout sacrifier pour lui, et de ne laisser personne d'autre le lui enlever. Mon Dieu, ce monde est une bombe à retardement. Je me souviens des passages de l'histoire de Zanao où les filles étaient dérangées, mais ça, c'est un tout autre niveau de folie. Maintenant, elle tremble, murmurant qu'elle va craquer si quelqu'un d'autre finit avec Rod. La voix répond, enfin, tu comprends. Tu dois embrasser tes désirs les plus profonds et le revendiquer. Mais il y a un piège. Rod est fort. Alors elle veut s'assurer qu'il lui appartient vraiment. Elle devra lui casser les bras, lui mettre un collier et le réduire à un simple animal de compagnie. Yeah. Les démons dans ce monde, c'est autre chose. Pendant ce temps, Rod est assis près de Tia, priant presque sur elle. Il se tourne vers Erika et lui demande si elle va bien et ce qui s'est passé avec cette autre femme. Elle dit qu'elle va bien. La dame n'a rien fait. Elle a juste mis un peu de temps parce qu'elle était à court de mana. Le seul problème est qu'elle est une servante d'une famille noble, donc elle ne pourra pas rejoindre leur groupe. Rod dit que c'est bon. Que peux-tu faire? Il voulait juste la remercier en personne. Tia est d'accord. Sans cette femme, ils seraient tous morts. Mais ensuite, Tia ajoute qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange, une marque bizarre sur la poitrine d'Erika. Erika la recouvre rapidement et la balaie d'un revers de la main, disant que ce n'est rien, probablement juste à cause de l'impact plutôt ou d'une sorte de contre-coup magique. Elle la fera vérifier plus tard. Rod prend Tia dans ses bras et dit qu'elle a raison. Ils doivent trouver un endroit pour se reposer. Les deux sont doux et flirteurs, tandis qu'Erika regarde simplement à distance, les yeux sombres, quelque chose ne va vraiment pas. Le lendemain matin, notre pauvre garçon se réveille en piteux état, probablement entraîné toute la nuit parce que, bien sûr, elle est déjà de retour, disant qu'elle est enfin revenue. Je suis convaincu maintenant.
Il sort le coup d'échec classique en 3D. Il joue la comédie en disant qu'elle lui a tellement manqué et qu'il était sûr que s'il ne la revoyait pas, il allait mourir. Elle caresse doucement son visage, disant qu'il semble enfin prêt à lui donner son corps et son âme. Elle s'excuse. C'est juste que le lac Bipur était vraiment loin, et il a fallu plus de temps que prévu pour rapporter le poisson le plus frais. Mais le voici, exactement ce qu'il a demandé. Et, waouh, elle s'est vraiment surpassée, 5 coupes nettes sur le poisson, 3 herbes jetées directement dans le four. La présentation est ridicule. Il est excité, disant que ça sent bon, et il tend déjà la main pour essayer. Elle fait le bruit de l'avion, le lui donnant à manger, et il la remercie, lui dit qu'elle devrait aussi essayer. Mais elle secoue la tête et dit pas cette fois. Elle a fait celui-ci spécialement pour lui. Elle lui dit de faire attention, cependant. Les poissons ont beaucoup d'arêtes. Il ricane, dit qu'il n'est pas un enfant. Mais au moment où il prend une bouchée, quelque chose se coince dans sa gorge. Immédiatement, elle se penche et dit qu'elle va s'en occuper. Il panique, comment? Et elle, complètement impassible, dit qu'elle pressera ses lèvres contre les siennes, utilisera sa capacité pulmonaire pour le retirer, et cela dégagera ses voies respiratoires. Il lui dit qu'elle est complètement folle. Ça n'a même pas de sens. Mais la vie est cruelle, et notre garçon subit un destin tragique. Chapitre suivant. Yeah. Nous sautons directement dans le chaos. Elle dit joyeusement que le problème est résolu. Elle a retiré l'arête. Il marmonne un merci fatigué et recommence juste à manger, ne serait-ce que pour la faire taire. Un peu plus tard, il termine son assiette et admet que c'était vraiment un excellent poisson. Je te donnerai 25 cents si tu peux deviner ce qu'elle veut faire ensuite. Mais il l'arrête, lui dit pas maintenant. Il a besoin d'une pause. C'est là qu'elle sort les cartes psychologiques et demande, alors tu en as déjà marre de moi. Mais notre garçon est rusé. Il dit que, selon les experts, il n'est pas bon de faire de l'exercice juste après avoir mangé. Cela pourrait être mauvais pour le corps. Et si un enfant était conçu dans ce genre d'état, il pourrait ne pas naître en bonne santé, et la grossesse pourrait finir par être compliquée. Anne, bien sûr, interprète tout cela comme s'il était profondément préoccupé par elle, et elle devient émotive. Elle dit, d'accord alors. Tu soulèves un bon point. Je reviendrai ce soir pour continuer notre petit travail. Avant de partir cependant, elle mentionne en passant qu'elle a traversé la célèbre ville de Sivit, connue pour ses tenues conçues sur mesure. Il demande ce que cela a à voir avec quoi que ce soit, et elle dit qu'elle a acheté une, tenue de combat, quelque chose de féroce et plein d'armure. Juste en regardant son visage, vous savez déjà ce qu'il pense. Il dit immédiatement qu'il n'aime pas ce genre de choses. C'est un homme d'intégrité. Mais elle sourit simplement et dit, je suis là depuis longtemps. J'ai vu tous les magazines que tu as. La raison pour laquelle elle porte toujours ses bas noirs, c'était pour lui. Et le pauvre gars est stupéfait. Il a toujours pensé que c'était juste son choix de mode personnel. Mais il doit admettre, ouais, elle a réussi. Il les aimait bien. Elle rit, l'appelle adorable, puis lui fait signe au revoir et lui dit de faire une sieste. Juste comme ça, elle est partie, et il est toujours coincé dans cette pièce. Mec, j'espère sérieusement que notre protagoniste s'échappera bientôt. Bien sûr. La situation ne semble pas si mauvaise de l'extérieur, mais allez. Tu vas juste rester enfermé dans une pièce pour toujours. Attends. Oublie ça. Parlez trop tôt. Il est déjà debout et active sa compétence pour essayer de déverrouiller la porte. Et ce gamin, un génie. Il s'avère qu'il a demandé cette arête de poisson exprès. Il l'utilise comme un crochet de fortune. Mais au moment où il commence à travailler dessus, il déclenche un piège. Translate-bas texte. 12 coupures à travers le mécanisme. Il recule instantanément, jurant à voix basse, disant qu'elle doit plaisanter. Il est impossible d'ouvrir une chose aussi folle manuellement. Basé sur la théorie d'un de ses livres, il doit soulever chaque goupille de verrouillage à la hauteur exacte sans casser l'arête de poisson pour déclencher le déverrouillage. Le piège? Il n'a réussi à cacher que 4 arêtes de poisson, et cette chose nécessite 12 tentatives parfaites. Ça va être l'enfer. Pire encore, si l'os se casse à l'intérieur de la serrure et qu'elle trouve un morceau, elle le saura immédiatement. Il essaie à nouveau, et, oui, ça casse. Ce n'est même pas le premier qu'il casse. Il en a déjà utilisé 3. Cela fait 1h30. Elle reviendra avec sa nourriture d'une minute à l'autre. Il appelle le livre, essayant de caser une étude de dernière minute. À ce stade, c'est trop complexe pour forcer le passage. Au moins, il a cartographié la hauteur exacte des broches pour les 10 premières. Ce ne sont que les 2 derniers. Il n'a plus rien à perdre maintenant. C'est tout ou rien. Pendant ce temps, dans la cuisine, les 2 femmes de chambre traînent. Erika goûte un morceau du poisson préparé par Anne et admet que c'est vraiment délicieux. Les créatures du lac Bipur ne sont pas une blague. Anne la remercie pour son aide, disant que grâce à Erika, elle a fini de cuisiner 1 heure plus tôt que d'habitude. Erika, cependant, veut savoir pourquoi elle apprend soudainement de nouvelles recettes. Après tout, le jeune maître est parti à l'académie, madame est enceinte et séjourne dans l'autre domaine pour se concentrer sur sa grossesse. Pourtant, à chaque fois, Anne fait une portion de nourriture supplémentaire. C'est bizarre. La main d'Anne se dirige soudainement vers son couteau,
le mana commençant à s'accumuler. Mais Erika lâche rapidement, « Oh, je comprends. Tu caches un animal de compagnie secret ici, n'est-ce pas? Probablement un mignon petit chat. » Elle explique que les anciens chefs de la maison n'ont jamais autorisé les animaux de compagnie à cause des poils et du désordre. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, il est logique qu'elle ait essayé d'en faire entrer un en douce. Anne expire et dit, « Tu m'as attrapé. Garde le secret. » D'accord. Erika dit que ce n'est pas un problème, mais elle veut vraiment voir le petit un jour. Anne sourit et dit, « Peut-être un jour, mais pas tout de suite. » Il est encore très timide et facilement effrayé alors qu'elle s'éloigne et se dit qu'elle est contente de ne pas avoir eu à recourir au pire des scénarios, tuer Erika et gérer les conséquences. Cette conversation, cependant, lui fait réaliser autre chose. Garder le jeune maître enfermé dans cette pièce pourrait commencer à le ronger. Il pourrait s'ennuyer ou, pire, en avoir assez. De plus, elle ne sent toujours rien bouger dans son estomac, ce qui signifie que la grossesse n'a pas encore commencé. Au moins, il y aura encore 10 mois avant que cela ne devienne une réalité. Peut-être qu'elle devrait réellement manger un animal de compagnie pour aider le jeune maître à se détendre un peu. Un chat ne serait pas un mauvais choix. Ou mieux encore, elle va juste lui demander directement ce qu'il veut. Mais alors, toute son expression change. Le plateau glisse de ses mains, la nourriture s'écrase sur le sol. Quand elle arrive dans la pièce, la porte est grande ouverte. Notre garçon, il est sorti. Il s'est finalement échappé. Allons-y. Il se cache dans une aile délabrée du manoir, les meubles saccagés, tout est sombre et poussiéreux. Il trébuche et tombe maladroitement, heurtant le sol violemment. Tout est sale. L'éclairage est terrible, mais peu importe. Grâce au souvenir de son corps, il sait exactement où il est. Et s'il y a un tour de magie, ce type inutile le connaît. C'est cette petite sphère de lumière. Il est temps. Il doit sortir avant qu'elle ne le trouve. Juste au moment où il pense que clang, un couteau claque dans le mur à côté de sa tête. Il halète, disant que c'est impossible. Il a couru bien trop loin pour être attrapé déjà, mais ensuite il l'entend. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.